Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir un homme extraordinaire. Puis je sais que je vous dis ça tout le temps, mais vraiment, si je devais imager qui est cette personne-là, c'est un grand cœur avec 2 jambes et le mot gentil partout. C'est vraiment ça. Et je parle de qui? De Manuel Champagne, qui est directeur général de Détail Québec. Vous allez voir un homme qui a le cœur sur la main et qui arrive à diriger et à guider et à être un leader inspirant pour ses équipes de travail. Il va vous donner des trucs et astuces. Mais au-delà de ses équipes, il va aussi inspirer ses commerçants. Il va prendre le temps d'écouter. Il a parlé souvent d'écoute. Il a parlé d'éléments qui l'ont marqué au niveau personnel, qui font de lui un leader complètement différent dans sa vie professionnelle. Ça fait de lui, pour moi, un vrai coup de cœur comme ça, parce que je vous laisse le découvrir, quoi. C'est Manuel Champagne. Manuel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans cette entrevue-là, parce que pour moi, tu as été un de mes coups de cœur quand j'ai commencé à faire des conférences et des formations et que j'arrive au Agile Tour 2019. J'ai eu à regarder la date, mais je me souviens très bien de cette journée où j'avais fait ma conférence, où d'ailleurs, si je me trompe pas, il y avait beaucoup d'ingénieurs en informatique et mon ordinateur avait planté. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ça a été marquant, mais ça a été marquant pour une autre raison, c'est que tu es venu me poser une question à la fin. Ah oui. Et à ce moment-là, et je pourrais pas te dire c'était quoi la question, mais ça faisait un lien avec justement les réactions que l'on avait dans les différences dans les entreprises, où des fois il y a des gens qui vont jouer le rôle de la victime, des gens qui vont jouer le contrôle, qui vont tenir à ce contrôle. Et on avait parlé de ça, mais juste ta question me donnait un espoir pour le leader que tu es aujourd'hui, et on s'est pas vu depuis un moment. En fait, on s'est parlé pour des collaborations. Je sais que tu as le cœur à la bonne place. Je sais que tu as à cœur ton travail, le commerce de détail, les détaillants, les commerces avec qui tu collabores au quotidien. Je te vois agir sur les réseaux sociaux. Tu sais, souvent, je suis sur les réseaux sociaux aussi, et de voir que quand un directeur général prend le temps d'aller liker ou commenter un post de son organisation, ça montre aussi un engagement. Et moi, tout ça a fait que je pouvais pas lancer ces entrevues-là sans toi. Ben, merci infiniment, Zara. Pour moi, c'est un beau cadeau que tu me fais. Merci pour le topo. Je suis un peu bouche bée parce que l'événement, je me souviens de l'événement, mais je me souviens pas de ma question. Ouais, donc, tu vois, comme quoi ça marque. Oui. Ça marque. Et tu portes cette mission-là de Détail Québec depuis maintenant 18 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ de t'impliquer pour ces détaillants-là? Parce qu'il y a tellement d'industries, il y a tellement de choses que tu aurais pu faire. Pourquoi le commerce de détail? Pourquoi le commerce de détail? Très bonne question. Moi, plus jeune, j'ai travaillé dans le secteur du commerce de détail. J'ai travaillé chez Walmart, pour ne pas le nommer. Walmart, à l'époque, début des années 2000, c'était la plus grande entreprise sur la planète, celle qui générait le plus de revenus. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je travaillais à une succursale à Ville-la-Salle, justement. Beaucoup apprécié. Les gens me faisaient confiance. J'ai beaucoup appris. Je trouvais ça vraiment bien d'être près de la clientèle. Puis à l'époque, c'est là encore aujourd'hui, Walmart était vraiment très avancé sur le plan technologique. Ça a été un des premiers commerçants à avoir un satellite dans l'espace pour gérer les stocks. Donc, j'ai beaucoup appris. Ça a été une belle école. Puis moi, dans ma famille, beaucoup de gens ont travaillé dans le secteur du commerce de détail. Ma mère, entre autres, a été caissière toute sa vie. Et j'ai vu une ouverture de poste chez Détail Québec. Je ne connaissais pas Détail Québec, mais ça m'interpellait parce que j'ai toujours eu de bons mots pour le secteur du commerce de détail, les gens qui travaillaient. Puis de fil en aiguille, on m'a embauché, on me fait confiance. Puis c'est là que j'ai connu l'envers du décor, c'est-à-dire les employeurs, les détaillants. Puis je me suis rendu compte assez vite que c'est des gens qui avaient le cœur sur la main. C'est des gens qui faisaient beaucoup. C'est des propriétaires d'entreprises qui portent plusieurs chapeaux. C'est des hommes, des femmes orchestres, des gens qui avaient besoin d'aide. Puis moi, mon background dans la vie, au niveau des études, c'est la gestion des ressources humaines. Et donc, il y a beaucoup à faire. Les entreprises avaient
besoin d'aide. Puis de fil en aiguille, ça fait quand même 18 ans que je travaille pour Détail Québec. Et ça a été vraiment une formidable aventure depuis ce moment-là. Comment parce que très jeune, t'as réalisé justement ce lien-là que Walmart à l'époque tissait finalement avec avec la clientèle. Comment est-ce que ça a toujours été, est-ce que ça a toujours fait partie de toi, ce besoin-là de tisser le lien avec les collaborateurs, les partenaires, les clients, les équipes? Je dirais depuis l'adolescence, oui. Là. Je pense que j'aime être avec les gens depuis aussi loin que je me souvienne de profonds souvenirs. Et d'être avec les gens, d'écouter, de répondre à des besoins, d'aider. Je pense vraiment une relation d'aide. Et j'ai toujours apprécié ça. Je l'ai connu dans le secteur du commerce de détail sur le plancher de vente, mais le même feeling, je l'ai toujours aussi à titre de directeur général de Détail Québec. Comment, et est-ce que tu l'as toujours eu, est-ce que tu as été des fois touché par les gens qui t'ont entouré, que ce soit les clients, que ce soit les équipes de travail que tu gères aujourd'hui? Comment ce serait quoi les trucs et astuces, autrement dit, pour un leader qui veut être humain, qui veut voir des changements, qui veut inspirer le monde, qui veut que le monde change? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir sentir ça? Parce qu'il y a des gens qui le comprennent, mais ça reste une notion. Toi, c'est inné, c'est senti, c'est là, ça a toujours été là. Comment les gens peuvent essayer de développer? Puis je te demande pas, vas-y avec ce qui te vient, là. Je te demande pas si tu as des techniques pour commencer, je dirais l'observation. Lorsqu'on commence dans la vie, on est jeune, nous avons le nombril vert, on voit des interactions. Puis lorsqu'on travaille dans le secteur du commerce de détail, mais ce sont des lieux publics, donc on rencontre vraiment des gens différents. Puis vraiment, dans les interventions, on rencontre des gens de toute génération, de toute nationalité. Et je me souviens encore aujourd'hui de commentaires positifs de gens qui m'ont encouragé, qui m'ont félicité pour avoir offert un service X, Y, Z. Puis moi, je le vois vraiment comme une bonne tape dans le dos qui nous permet d'avancer. J'ai eu dans ma carrière quand même un grand nombre de superviseurs, de gestionnaires, de boss, de leaders. Puis de fil en aiguille, je pense que j'ai pris le meilleur de tout le monde. Et je me suis forgé avec tout ça. C'est sûr qu'à la base, je pense que j'ai toujours été une personne gentille, à l'écoute, qui voulait aider. Mais plus on vieillit, plus on prend de la maturité, plus on prend confiance. Puis un jour, c'est notre tour de prendre la direction soit d'un département dans un magasin ou dans une entreprise. J'ai plein de questions. Oui. La première, c'est lié à ces personnes, mentors, leaders, inspirants que tu as rencontrés, que tu es allé justement aller chercher des clés de succès pour t'aider. C'est quoi la plus belle leçon, selon toi, que tu as apprise? Il y en a eu plein, mais s'il y en avait une... La plus belle leçon, ici on parle de leadership, on parle... moi, la plus belle leçon, c'est que la personne qui est devant nous, ce n'est pas nous. Ça semble simple, mais ça m'a pris quand même un certain temps à le comprendre aussi. C'est-à-dire, Zara, on se connaît, mais notre background est différent. Notre éducation, notre formation scolaire, notre expertise, voire peut-être même notre âge. Bref, la liste peut être longue. Nos besoins. Et on n'est pas la même chose. Puis surtout, lorsqu'on apprend à être un gestionnaire, mais on gère des équipes et lorsqu'on demande des tâches ou qu'on confie des responsabilités, mais la personne devant nous ne le fera certainement pas comme nous on le pense. Donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs chemins pour se rendre à Rome. Ça m'a pris quand même un certain temps à bien le saisir. Et une fois qu'on comprend, qu'il y a différentes façons d'arriver à un résultat, peu importe le secteur d'activité. Donc, je dirais que c'était une grande leçon d'humilité. Parce que lorsqu'on demande une tâche, nous, on peut voir, ça prend telle étape, en 15 minutes, c'est terminé. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non, exact. Puis souvent, c'est d'offrir cette protection-là à nos équipes, de dire, est-ce que tu sais faire? Et moi, je dis souvent, est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as envie? Déjà, est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as envie de l'apprendre si tu sais pas le faire? Et est-ce que tu veux que je te l'apprenne? Est-ce que tu es prête à? Est-ce que il y a tout ça aussi derrière, d'offrir cette protection-là aux gens, d'oser poser la question, de dire je ne sais pas comment.
au final. Est-ce que ça t'arrive des fois de réaliser que tu es cette protection-là pour tes équipes? Ben, assurément. Puis lorsqu'on parle de gestion, de supervision, la communication a un rôle vraiment déterminant. La communication, pour moi, c'est tout. Puis on n'est jamais 100% un excellent communicateur, peu importe notre expérience, tout ça. Donc, il ne faut jamais prendre rien pour acquis. Si la personne devant nous, on voit les signes, on peut rapidement déceler que la personne ne comprend peut-être pas tout. Donc, il faut parfois poser la question, faire la technique de l'écho, juste pour s'assurer si la personne a bien compris. Mais la communication, c'est sûr, c'est la clé. Lorsqu'on parle de gestion d'équipe, c'est sûr. C'est la base. Tu disais tout à l'heure que les commerçants travaillent fort, beaucoup. Et déjà, ils travaillaient fort avant 2020, pour ne pas dire la pandémie. Ils travaillaient fort. La pandémie est arrivée. Il y a eu beaucoup. On est arrivé en ligne beaucoup plus, les webinaires. D'ailleurs, j'interviens bientôt. Avec nous, oui. Oui, c'est ça, chez vous. Mais de juste pouvoir réaliser comment on gère ce défi-là, comment on se retourne quand on est à la tête déjà des membres, on est au service des membres, comment les aider, comment les soutenir, comment les écouter, comment toi en tant que personne, parce qu'avant même tout ça, il y a quelque chose qui arrive. Toi en tant que personne, comment déjà tu as accusé réception, comment tu as géré ce trop-plein avant d'aller chez les autres, là, mais déjà, juste cette question-là. Là, on parle bien de la pandémie. Oui, la pandémie, puis là, on pourrait même faire slash ce qui est en train de se passer actuellement avec les États-Unis, parce que c'est une autre bombe qui arrive aussi, où là, on doit s'ajuster par rapport aux tarifs. Donc, très, très bonne question. Je dirais, pour faire un lien avec le secteur, les commerçants, ce sont des gens qui sont très résilients de tout temps. Moi, je les ai toujours connus résilients. Les entreprises, depuis que le commerce de détail existe au Québec, il y a eu maintes tempêtes, il y a eu des conjonctures économiques défavorables, mais les commerçants sont toujours là. Puis depuis que je travaille chez Détail Québec, je le vois. Donc, je trouve ça admirable. Un autre aspect, les commerçants ont vraiment le cœur sur la main. C'est des gens qui sont vraiment... Ils sont vraiment dans la proximité, dans les communautés. Puis je peux dire que c'est la même chose au sein de notre équipe chez Détail Québec aussi. Donc, quand la fameuse pandémie est arrivée, il fallait faire vite, mais il fallait faire bien d'une certaine façon aussi. Parce que, rappelons-le, le secteur du détail était arrêté. Les commerçants ne pouvaient plus offrir de services. Donc, on se devait de trouver des solutions. Nous, on a toujours été très bons, Détail Québec, pour offrir de la formation. Mais là, on devait être dans l'information. Et donc, l'équipe, on a été vraiment agile. Puis je parle vraiment en termes d'équipe, que ce n'est pas seulement moi, parce qu'à l'intérieur d'une semaine, on a fait un virage à 180 degrés pour aider, accompagner les détaillants dans une période qui était totalement incertaine. Et évidemment, plus les semaines passaient, plus les entreprises étaient pessimistes aussi. Et puis là, je vis surtout les entreprises qui n'étaient pas ouvertes, là, ceux qui étaient considérés comme non essentiels. Oui, non essentiels. Et c'était gros. Donc, on a fait un conciliabule, si je peux m'exprimer ainsi, en équipe. Puis rapidement, on a déterminé qu'est-ce qu'on peut offrir. Puis de là est arrivé plusieurs nouveaux services qu'on fait encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, dont les webinaires. Puis ça a marqué parce qu'on était parmi les premiers à offrir des webinaires. Et ça a été très populaire, ça a été instantané. Au départ, c'était de l'information sur comment naviguer. Puis rapidement, on a conçu, on a trouvé des experts, des expertes, notamment toi aussi. Dans les premiers mois de la pandémie, on a fait appel à tes services, mais de tous les consultants en expérience client, beaucoup en numérique, il y a eu une accélération numérique phénoménale. Les entreprises, puis on fait des études aussi, Détail Québec. Avant la pandémie, c'était 36% des commerçants qui s'adonnaient au commerce électronique. Et on a pris une mesure en octobre 2020, donc quelques mois plus tard, c'était 44%. Donc, il y a quand même eu un bond historique de 44%. Ce qui fait en sorte que ça a beaucoup avancé, ça a changé, puis Détail Québec a changé aussi. Je ne veux pas dire le tout pour le tout, mais
ça nous a mis sur la map, là. Pardonnez-moi l'anglicisme, oui, là, mais c'est totalement. exactement ça, parce qu'on vous voit beaucoup plus présent. Et au-delà de ce que vous avez fait en équipe, toi, quand tu reçois ce genre de nouvelles-là, où actuellement on a les États-Unis, on le sentait venir, mais là c'est acté, comment on gère ça émotionnellement avant d'agir? C'est sûr que... En tant que leader, parce en tant que leader il y a aussi, une parce gestion que ici, il me semble, à faire. L'idée, c'est sûr que moi, c'était clair qu'il fallait poursuivre, il fallait trouver une nouvelle voie, il fallait trouver une voie rapide. Puis on avait tous les atouts. On avait l'expertise, l'expérience, les talents, puis quand même les ressources pour y arriver. Je pense que mon premier réflexe, c'était de penser à l'équipe, même avant moi-même aussi. Wow. Et à l'époque, on avait les ressources, mais on n'était pas 100% bien équipés pour faire du télétravail aussi. Mais tout ça, ça a été des technicalités. Mais de voir de comment ça allait se passer, ensuite de faire le virage télétravail. Puis toutes les entreprises sont passées par là aussi. Mais puis moi-même, j'ai une famille, tout ça. Les écoles étaient fermées. Tout était fermé. Donc, il fallait faire vite. Puis il fallait faire preuve d'empathie, de compréhension. Puis c'est une période d'ajustement. Puis je dirais même 5 ans plus tard, on est toujours en ajustement aussi. Parce que même s'il y a un retour vers le bureau, nous, on fonctionne toujours quand même en télétravail en grande partie. Il n'y a pas une semaine qui passe où on ne doit pas quand même s'adapter à une situation, un imprévu, une nouveauté. Donc, d'être agile, d'être à l'écoute. On a plusieurs partenaires d'État Québec. Je me souviens qu'il y avait quand même des personnes en pleurs. Les commerçants nous appelaient, puis certains, ils n'ont pas eu le choix de mettre à pied leur personnel, tout ça. C'était pas de gaieté de cœur. C'est comme si on devait défaire tout ce qui avait été fait au cours, voire même des 100 dernières années. Puis finalement... Repenser. C'est ça. La plupart des entreprises, tout le monde s'est reconstruit, s'est adapté, mais je me rappelle, je rassurais beaucoup de gens, beaucoup de formateurs, parce que c'est un monde qui s'effondrait aussi. La formation, on l'avait toujours connue ou presque en présentiel, puis là, il fallait prendre un tournant, mais toute la société s'est adaptée. Il y avait vraiment un bel élan de solidarité partout, partout au Québec, mais partout sur la planète. Mais ça prend une bonne intention accrochée à des bonnes valeurs. Les valeurs d'État Québec, mais tes valeurs aussi. Est-ce que tu peux dire que tes valeurs personnelles sont alignées à celles de Détail Québec? Oui, assurément. Parce qu'il me semble, pour rester là aussi longtemps, il me semble qu'il y a... Assurément. Puis, j'ai contribué avec l'équipe aussi à l'instauration des valeurs. Mes valeurs personnelles, je vais commencer par celle-ci. C'est la rigueur, c'est l'éthique de travail, puis la créativité. J'ai fait des études en gestion des ressources humaines et au niveau de la maîtrise, c'était les valeurs du département. Puis je les ai adaptées, puis pour moi, ça fait toute la différence aussi. On nous considérait vraiment comme des agents de changement pour changer la société, changer les entreprises aussi. Donc, évidemment, il faut faire preuve d'éthique. On ne peut pas tricher. Puis, ça m'est toujours resté collé à la peau aussi, c'est-à-dire j'ai été formé pour toujours améliorer des programmes, des pratiques RH. Même si c'est bon, il y a toujours place à amélioration, de prendre un pas de recul, qui est allé décortiquer. Puis pour moi, c'est des valeurs fondamentales qui m'ont guidé toute ma vie, qui m'ont aidé même dans les volets personnels ou même dans des situations plus difficiles. Comment tu peux dire que si on devait donner des trucs aux personnes qui savent ce qu'ils doivent faire dans leurs entreprises, qui savent qu'ils doivent prendre des décisions plus humaines, être plus gentils. Tu parles de « j'ai toujours été gentil, moi ». Oui. Des gens qui sont gentils, mais qui ont été déformés par le monde parce qu'au final, les entreprises, des fois, ont des moules et ils ont fini par rentrer dans le moule sans s'écouter eux-mêmes. Comment on peut faire, selon toi, pour que ces personnes-là qui sentent cet élan de vie, pour donner du sens à leur travail, donner du sens à leur vie, qu'ils puissent, parce que ces commerçants-là, ils ont une idée. Enfin, un restaurateur, il donne du bonheur, enfin, il donne un moment de répit, il donne... Comment on peut faire pour essayer d'aider ces personnes-là qui sentent cet élan-là de faire une différence, mais qui osent pas parce que par peur de... on est censé, ou du vieux modèle de manager? Oui, très, très bonne question. Je pense qu'on peut demeurer dans le registre des valeurs. Chez l'État Québec,
une des valeurs, c'est le respect. Et le respect, c'est le respect entre les collègues. C'est le respect, évidemment, de la direction envers l'équipe. C'est le respect avec les partenaires, les clients, les entreprises. Les valeurs, c'est ce qui guide vraiment les orientations d'une entreprise ou ce qui permet de trancher quand c'est difficile aussi. Donc, nous, on a le respect, l'accessibilité. Il faut être accessible envers tout le monde. Puis nous, l'accessibilité, c'est on offre des services partout au Québec. Puis on a l'innovation, mais je dirais vraiment le respect. Si on veut aller chercher de la bonne humeur, il faut qu'il y ait une bonne entente, puis le respect doit être là. J'aime ça. Et puis, tu disais, quand on a des tranches difficiles, on s'en va dans des mois et des années qui sont un peu dans l'inconnu. Oui. Comment tu vois la suite pour nos commerces? Oui, c'est sûr que c'est une période un peu trouble. Si on avait... on appelle ça comme une boule de cristal, mais elle serait totalement embuée. On verrait pas grand-chose aussi. Mais en même temps, tout trouble amène aussi des moyens de changer et puis d'évoluer, de grandir et de tirer son épingle du jeu. Exactement. On sort d'une pandémie. Honnêtement, les grosses années de pandémie 2020 à 2022, on a beaucoup appris. L'idée, c'est de sortir les mêmes bons comportements ou attitudes qu'on avait à ce moment-là. C'est-à-dire, il faut être agile. C'est-à-dire, oui, il y a un défi, mais un défi, c'est pas un défi où tout va s'arrêter. Il y a quand même des opportunités. Mais au moment où on se parle, c'est sûr que c'est plus difficile. On sent que les entreprises, puis qu'on collabore 22 000 établissements. Nous, on dessert 22 000 établissements, donc c'est un très grand nombre. Puis au moment où on se parle, il n'y a aucune entreprise pour qui c'est facile. Donc, il y a quand même un climat comme celui-là, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités. Puis pour les commerçants, l'opportunité, c'est que oui, il y a des difficultés avec des mesures tarifaires à venir, sauf que l'achat local n'a jamais été aussi fort. Donc, pour un commerçant québécois, évidemment, c'est de mettre de l'avant cet aspect-là avec les produits, les services qui sont vendus. Donc, l'achat local, c'est encourager les commerces d'ici, la main-d'œuvre d'ici. Donc, il y a quand même des opportunités notables. Donc, c'est de voir le positivisme, d'être agile, de travailler aussi en mode concerté avec les équipes aussi. Les solutions, c'est pas seulement les employeurs, les directeurs, directrices qui les ont. Il y a souvent les meilleurs. Les meilleures idées proviennent du terrain. Parce que les gens sur le terrain, ce sont eux qui sont totalement liés avec la clientèle. Puis lorsque je parle de l'achat local, un employeur me disait récemment que sur 10 clients, 10 sur 10, les 10 clients, 100% des clients demandent d'où proviennent les produits. Donc, on voit que c'est une différence. Donc, il y a eu des changements au niveau de la consommation. Les gens sont plus intéressés. Les gens veulent acheter ici, des produits d'ici ou faits ailleurs. Je dirais tout sauf les États-Unis au moment où on se parle, à cause de tout ce qui se passe avec au sud de la frontière du Canada. Mais c'est la concertation, la communication, trouver les opportunités, se faire valoir, parce que les consommateurs, la population va toujours avoir des besoins. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose de très difficile sur le plan économique que les gens vont arrêter d'avoir des besoins ou de consommer. Donc, l'idée, c'est de continuer, de trouver des façons innovantes. Et je pense que c'est bien parti. Comme on sort d'une pandémie, c'est vraiment de sortir tout ce qu'on a bien fait. Et comme on l'a connu de notre vivant, c'est encore récent. Puis les équipes en place ont connu tout ça. C'est vraiment de poursuivre en ce sens. Puis moi, j'entends derrière tout ce que tu dis, le collectif, la force du collectif au final. Parce que c'est avec ce collectif-là qu'on fait une différence et qu'on peut avancer, qu'on peut faire des pivots de transformation et de vraiment aller vers ce pourquoi on croit concrètement, réellement au Québec. Et pour nous, en fait, ça commence par nous, mais c'est le collectif. Puis il y a un bon dicton. J'ai une partenaire, Debbie Zakaïb, anciennement directrice générale chez M-Mod. Elle disait souvent, puis ça m'est resté collé à la peau, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin aussi. Puis ça, c'est vrai dans toutes les sphères de la vie, je dirais. Ah oui, puis peu importe les industries dans lesquelles on est, enfin moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu besoin à un moment donné, puis j'ai toujours besoin, même si aujourd'hui je suis mentor, même si aujourd'hui je donne au suivant, j'ai encore besoin d'aide, j'ai encore besoin de me challenger, j'ai encore besoin de tout ça. Donc c'est vraiment ensemble. Et là, j'aimerais qu'on aille un petit peu dans ta vie personnelle.
Et tu me disais, lorsqu'on a préparé notre entrevue, que tu me partageais que tu avais 3 enfants avec des défis. Comment ces enfants-là ont changé, j'ai le mot shapé là en anglais, là, mais vraiment qui ont façonné ton leadership. Déjà, t'es né gentil, t'es né le cœur sur la main à aider, à redonner, à être là pour les gens, que ce soit tes collaborateurs, tes clients, tes employés, etc. Comment ça a changé l'ancien Manuel pour le nouveau? Parce que c'est sûr qu'il y a eu un point de bascule là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Dans le fond, pour faire une histoire courte, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants. La première, Madeleine qui a maintenant 13 ans. Elle va très bien. Elle est née. Par contre, en 2014, 3 ans plus tard, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux, mais nos jumeaux ont eu des soucis de santé. Je les nommais Marion et Romain pour que tout le monde puisse bien suivre aussi. Donc, ils sont arrivés. On savait que Marion allait avoir un problème de santé. Même, on nous avait mentionné que probablement que Marion ne vivrait pas à la naissance. Donc, pour nous, ça a été terrible comme nouvelle. Vraiment terrible. Donc, évidemment, c'est sûr. Tout ça, ça a été marquant. Et bon, il y a eu la naissance. Marion a eu des difficultés. Mais ce qu'on a appris le jour 1, c'est que notre garçon aussi, Romain, il n'était pas en santé comme on avait pensé. Et évidemment, ça a été la première année de vie a été difficile. Déjà, c'est des jumeaux qu'on n'a jamais réussi à synchroniser la nuit pour les boire, pour tout. Mais puis la première année, ça a été très difficile pour Marion, ma fille, sur le plan de la santé. Donc, elle devait respirer avec une machine d'oxygène. Chaque nuit était difficile. Quand je dis difficile, on ne sait jamais si on va se coucher, si ton enfant va mourir, puisqu'il ne peut plus respirer aussi. Donc, ça a été vraiment tout un défi pour notre famille. Tu étais déjà chez Détail Québec? J'étais déjà chez Détail Québec à l'occasion. Je n'étais pas directeur général. J'étais un chargé de projet. Et moi, ce que je peux dire, c'est que comme c'était tellement intense sur le plan personnel, aller travailler pour moi, c'était comme aller, puis sans farce, un voyage à Walt Disney aussi. Donc, ça a été ta bouée ma bouée de sauvetage, puis tout se passait bien dans le cadre professionnel, alors que sur le plan personnel, tout était difficile. Donc, le travail m'a quand même beaucoup aidé. Est-ce que le travail était au courant de ce que tu vivais à ce moment-là? Assurément, oui. Donc, les collègues t'as ont beaucoup osé aidé. En parler parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vivent des choses qui n'osent pas en parler, hein, que ce soit même pour eux. Non, effectivement, puis c'est ce que j'ai appris. C'était difficile, mais plus on en parle, il y a des gens qui vont nous écouter, nous rassurer, nous encourager. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des collègues, des amis, des partenaires. Il y a un bon nombre de personnes, mais j'ai appris dans cette histoire-là, quand quelque chose arrive de difficile, les gens prennent quand même un peu leur distance aussi. Les gens veulent aider, mais ils ne savent pas trop comment. Puis, ce que j'ai appris à ce moment-là, il faut demander de l'aide parce qu'il y a des... Puis, demander clairement de l'aide aussi. Puis, je dirais, avant cet événement-là, je ne suis pas une personne qui demandait de l'aide, mais quand on est au bout du rouleau, on est fatigué, on n'a plus de ressources, qu'on passe nos journées à l'hôpital et on passait des semaines. Il y a un moment, on a passé 1 mois à dormir à l'hôpital. J'allais travailler aussi à se relayer. Puis je rappelle, j'avais une fille plus grande aussi qui, à l'époque, avait 2 ans, 3 ans. Ça a été tout un moment. Heureusement, 10 ans plus tard, ça va bien. Mes enfants ont maintenant 10 ans. Il y a toujours des soucis de santé. C'est pas réglé, mais je peux dire qu'on est empathique et on est seulement chanceux lorsque nous sommes en santé de l'être, mais souvent, ça prend une situation comme celle-ci pour le réaliser. Moi, juste franchir la porte qui est ici, aller à la toilette, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux y arriver. Ce n'est pas le cas de ma fille aussi. Donc, il faut être empathique, puis pardonne-moi l'anglicisme, mais ça nous permet d'être groundé, vraiment. Dans l'ancrage qui va être important. Il y a un ancrage, mais on est passé par toutes les gammes d'émotions. Puis, en parlant à gauche et à droite, tout le monde vit des situations. Évidemment, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des proches qui sont malades, des enfants, des parents.
on vit tous, puis on va tous connaître ça aussi. Mais je me suis rendu compte, pas que ce n'est tabou, mais comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler. Puis on est fait fort aussi. On est beaucoup plus fort qu'on peut le penser. Parce que si quelqu'un m'avait relaté ce que je l'ai vu, j'aurais jamais cru que tu pouvais passer à travers. Passer à travers tout ça. Il faut beaucoup de courage. Mais les plus courageux là-dedans, je dirais que ce sont vraiment mes enfants. Puis j'inclus mes 3 enfants, même ma plus grande aussi, parce qu'il y a vraiment une gamme d'émotions. Mais c'est... Oui, parce que pour l'enfant qui voit les 2 autres qui doivent... Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? La culpabilité. Enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait... c'est ça, certainement les discussions que vous avez eues, des heures de... On en sort plus fort, on en sort plus humain. Et c'est une aventure qui continue. Mais dans notre cas, heureusement, ça va beaucoup mieux. Comment, et bravo et merci infiniment de parler de ça, et bravo aussi à toute l'équipe, l'équipe familiale, noyau familial, et l'équipe qui a su soutenir aussi en arrière, soit les amis, la famille et puis l'entreprise, parce que il y a eu des fois où on n'ose pas en parler parce qu'on a peur de se faire licencier, parce qu'on a un cancer ou parce qu'on a quoi que ce soit. Ça demande énormément. Comment, selon toi, ça a changé ta manière, et est-ce que tu penses que ça a changé ta manière de gérer tes équipes? Ah, c'est sûr. Moi, ça a changé ma façon de gérer mes équipes, mais de me gérer moi-même, je dirais aussi. Oui, aussi. Dans quel sens? Mais davantage... d'avoir davantage de gratitude quand on se lève le matin, tout court, ça fait une méchante différence dans une vie. D'être en santé, d'être en vie, ça part bien une journée. Puis moi, c'est un feeling que j'ai constamment. Mais pour gérer les équipes, c'est vraiment faire preuve d'empathie aussi. Lorsque je vois qu'un collègue ou même un partenaire de l'organisation qui est en difficulté, c'est de l'écouter, d'échanger, de voir ce que la personne vit. Il y a toujours des solutions. Quand une situation difficile arrive, il y a de la détresse. Donc, je ne sais pas de calmer le jeu, mais de rassurer. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Sur le plan professionnel, que la personne n'est pas en danger, la personne ne sera pas mise à pied, congédiée, ainsi de suite. Je pense qu'il faut rassurer. Moi, c'est arrivé que des collègues ont eu des pépins de santé, d'aller les voir à l'hôpital, de prendre le temps aussi, même si on est occupé, d'écrire des cartes, de rassurer, de prendre des nouvelles, des textos. Donc, c'est vraiment avoir une touche humaine aussi, parce que le succès d'une organisation repose sur le travail des membres de l'équipe aussi. Puis, moi, personnellement, je ne laisse pas tomber personne. C'est-à-dire, toute personne qui ont travaillé au succès de l'organisation, je ne veux pas mentionner que j'ai une reconnaissance éternelle, mais tout comme. C'est-à-dire, tu as travaillé pour nous tant aussi longtemps qu'il y a un effort, que c'est réciproque. On va être là pour aider. Puis c'est pas seulement moi la direction, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Et bravo, je veux te féliciter pour ça parce que, tu sais, comme tu dis, se déplacer, d'aller, de montrer ton humanité. Et puis je tiens à répéter que peu importe l'endroit où on est dans nos organisations, nous sommes tous des humains et nous vivons tous des défis. Oui. Et ces défis-là, on doit les adresser, que ce soit avec la direction, que ce soit avec des proches à l'extérieur, que ce soit, mais de vous trouver quelqu'un. On n'est pas obligé d'être seul. Et ça fait d'ailleurs qui vous êtes en tant que leader. Et c'est ce leader-là qu'on veut voir dans nos organisations, qui va créer un monde de demain pour accueillir ces jeunes-là dans nos organisations. Et moi, je te dis bravo et je félicite. Puis maintenant, j'ai envie de les connaître, là. Oui. Là, j'ai le goût de les connaître tous. Mais tu sais, de pouvoir réaliser que, tu sais, pour toi, c'est inné, c'est facile, ça fait partie d'eux. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, est-ce que je devrais y aller? Est-ce que ça ferait du sens? Est-ce que oser suivre cette voie-là, cette petite voie-là intérieure? Mais il faut y aller, d'oser, de ne pas hésiter à écrire un texto, de téléphoner, de prendre des nouvelles. Il y a des gens quand même qui sont seuls dans la vie. Il y a des gens qui sont nés à l'étranger, leur famille n'est pas ici. Donc, ça fait toujours plaisir. Donner de l'amour oui. ou donner de l'amour, c'est
c'est gratuit, puis ça fait vraiment une différence. Puis j'aime complimenter, j'aime reconnaître les bons coups, mais j'aime avoir une tape dans le dos, reconnaître, démontrer un soutien, ça n'a pas de prix, avec vos équipes de travail, mais avec même les gens dans la rue aussi. Ça peut être des personnes en situation d'itinérance, tout ça. Lorsque vous avez un bon service, n'hésitez pas à le mentionner aussi. Souvent, on a tendance à chialer lorsqu'on a un mauvais service, mais lorsqu'on a un bon service, ça peut faire une différence. Et dans une carrière aussi, puis ça peut aider la personne à se forger, puis même à faire un choix de carrière. Et ça fait du bien à celui qui le donne. Enfin, quand tu le donnes, quand tu le fais, tu te sens aligné à tes valeurs, ça te fait grandir, ça te fait... Moi, j'ai l'impression que tu brilles encore plus et tu t'attires encore plus de gens qui te font briller finalement. C'est une boucle sans fin où l'amour attire l'amour. Enfin, ça peut pas attirer autre chose. Assurément, oui. Et d'ailleurs, tu disais, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Non, poursuis. Tu disais, à un moment donné, quand tu étais en train de préparer, je t'ai demandé est-ce que tu avais t'as eu des prix de reconnaissance et tout ça, puis tu m'as dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je me souviens, si ma mémoire est bonne, je dis, pas récemment, pas sur le plan professionnel, c'est surtout Détail Québec qui reconnaît les bons coups des entreprises. Mais chez Détail Québec, c'est un travail où notre barre de fond, où on ne reçoit pas de prix aussi. Il n'y a pas des Oscars ou des Grammys pour les comités sectoriels, mais je t'invite à poursuivre. Mais en fait, tu m'as dit, je suis une personne très modeste qui ne cherche pas les distinctions, et je cite vraiment, et je me mets constamment... je mets constamment l'équipe en premier versus moi, et je crois que ça contribue beaucoup au succès de l'organisation et au bonheur des membres de mon équipe. Il n'y a pas d'ego ici et tout le monde a un rôle crucial au sein de l'équipe. Les meilleures gratifications que tu as obtenues sont de tes équipes. Oui, puis c'est phénoménal aussi. Donc oui, je n'ai pas gagné d'Oscar en gestion, puis je recherche pas ça du tout, mais avoir des signes de reconnaissance, des remerciements bien sentis de la part de l'équipe. Évidemment, moi, c'est les meilleurs cadeaux que je puisse obtenir à titre de gestionnaire. Et ça peut être même au niveau de l'entretien. Nous avons un beau bureau au centre-ville de Montréal, puis nous avons un service d'entretien. Et le service d'entretien, c'est l'édifice, dans le fond, l'employeur, c'est pas nous. Par contre, il arrive souvent, malheureusement, que je travaille tard. Donc, moi, je passe quand même beaucoup de temps avec eux, à échanger avec eux. Puis j'espère que leur boss n'écoute pas, mais on parle quelques 5 à 10 minutes peut-être par soir pour avoir des nouvelles de leur vie, comment ça se passe, puis tout ça. Puis ils ont quand même une réalité X, Y, Z aussi. Ils sont quand même très reconnaissants. Puis c'est arrivé quand même à plusieurs reprises que ces gens-là me fassent même des cadeaux. Je suis même pas l'employeur, c'est juste que j'accorde une attention et ils me remettent des cartes, des plantes également aussi. J'aime beaucoup les plantes. Ils le voient. Dans le bureau d'État Québec, on a plusieurs plantes un peu partout. Donc, moi, je trouve ça vraiment phénoménal. Puis je les trouve tellement généreux de leur part. Mais ils me le disent aussi. Je suis pas un employeur, je n'ai aucune incidence sur leur emploi. Oui, puis tu cherches pas quelque chose à retirer, c'est que ça vient du cœur, il y a pas une intention en arrière. C'est la partie qui est la plus belle, en fait, chez Manuel. Chez toi, c'est que quand je t'ai vu, c'est ça, c'était, je veux comprendre comment ça fonctionne, ces réactions-là, parce que je veux pouvoir aider. C'est pas, je veux pouvoir m'assurer que, oui, moi, m'assurer que je ne le fais pas aux autres, mais comment je vais pouvoir voir chez les autres et comment je vais pouvoir les aider, comment je vais pouvoir... C'était comme ça, ça part de cette non égoïste du tout, de ce côté humain, de dire, je veux juste être la bonne version de moi-même qui est bien galvaudée, je trouve, mais en même temps, tellement humain et tellement simple. Exact. Puis il n'y a pas de saut métier. Je me dis même peut-être ces gens-là, puis je les connais par leur prénom. Je vais les nommer Louis, Inelda aussi. Peut-être que leur patron ne leur dit absolument rien aussi, mais pour moi, ils font un travail phénoménal. Ils sont toujours présents, ils prennent peu de journées de congé. Puis, juste ça, pour moi, c'est remarquable. Et oui, il faut une touche d'humanité. Puis, dans mon parcours aussi professionnel, j'ai eu toutes sortes de boss également aussi, surtout dans mes premiers emplois. J'ai vu des boss qui me disaient même pas bonjour, puis je trouvais ça immonde. C'est-à-dire, on n'est pas nombreux. Tu peux pas. Je trouvais ça immonde, mais
Bon, donc voilà. Comment donner une expérience client quand ton boss te dit pas bonjour? On Non, a exactement. un petit problème. C'est sûr, c'est sûr. On a un petit problème. J'ai un petit jeu, mais avant ça, une question. Oui, vas-y, oui. Qu'est-ce que tu dirais à Manuel de 7-8 ans? À Manuel, enfant. Enfant. Ah, ça, c'est une bonne question. Enfant. Moi, quand je voulais être enfant, je voulais être astronaute, mais je lui dirais, mais tu ne vas pas être un astronaute, désolé. Mais je dirais à ce moment-là, je me rappelle, j'étais au primaire, puis un de mes enseignants m'avait dit à tous les élèves, si vous travaillez fort, vous allez arriver à vos buts, à vos objectifs, vous allez atteindre ce que vous voulez. C'est-à-dire, je pense que je dirais la même chose, de croire l'enseignant qui nous mentionnait ça. Je l'ai toujours cru, mais pour moi, c'est ça, d'être consciencieux, de travailler fort, puis de respecter les gens qui nous entourent, c'est la clé du succès. Je pense que je dirais ça, puis je dirais en bout de piste, je dirais un peu de son futur, là, c'est-à-dire tu vas avoir une belle famille, tu vas avoir 30 ans, 40 ans. 40 ans, c'est pas si vieux non plus. Tu vas être en pleine santé. J'ai un petit peu plus que toi, si tu t'es arrêté à 40 ans. Non, mais c'est ça aussi. C'est que la vie est belle aussi. Oui. Mais quand tu es enfant, tu es un peu naïf, d'une certaine façon, naïf au niveau de la vie. Mais c'est ça, de travailler fort, de continuer à s'appliquer, puis de continuer à être respectueux et d'être gentil. Parce que quand tu es gentil enfant, des fois, il y a des gens qui peuvent te plier sur les pieds, te bousculer, tout ça. Puis tu peux te demander, est-ce que je dois me défendre? Est-ce que je dois donner des coups de poing? Est-ce que je dois changer qui je suis? Je dirais non, de continuer. De trouver peut-être l'environnement qui va te permettre de grandir dans cette gentillesse. Mais la gentillesse attire le respect. Quand on est gentil, fondamentalement gentil, les gens nous respectent, les gens nous admirent, les gens... font attention à nous aussi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une question de réciprocité, mais quand tu es enfant, tu ne le sais absolument pas. Non, donc, exact. Alors, mon petit jeu. Est-ce que tu peux te définir, mais vas-y pas avec la définition des dictionnaires, vas-y avec ce que ton cœur te dit sur 3 mots. Le premier, c'est commerce. Le commerce, donc de définir le mot commerce. Avec ta définition, pas celle de Larousse ou du Robert. Ici, pour moi, le commerce est fondamental. C'est un des piliers, je ne veux pas dire de l'humanité, mais du monde dans lequel on se trouve aussi. De tout temps, les êtres humains ont fait du commerce. On peut reculer il y a 4000 ans. Les gens ne savaient même pas écrire, mais commerçaient entre eux. Fait que pour moi, c'est fondamental, le commerce. Et je veux dire, un pilier dans le monde dans lequel on se trouve. Les bénéfices. Les bénéfices. Moi, j'ai fait mes études à HEC, donc on peut dire que j'ai un portrait, un même background aussi. Mais pour moi, un bénéfice, c'est pas seulement pécunier, parce que on peut penser à des profits, à de la rentabilité, mais moi, je le vois comme un avantage, c'est-à-dire lorsque je pose une action, peu importe l'action, il y a des avantages, disons, si j'aide autrui, mais le bénéfice, ça peut être, j'ai un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction. Et pour moi, ça peut être tangible comme non tangible, mais je le vois comme un avantage, un bénéfice. Je vais le changer. L'humain. L'humain? Oui. Mais l'humain, on est des humains aussi, puis on a la chance. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, puis on est vraiment chanceux d'être sur Terre aussi. Puis souvent, c'est vraiment juste ici, dans l'univers, où il y a une forme de vie. Puis nous, on a la chance d'avoir quand même des cerveaux, l'intelligence. Pour moi, cette conscience-là. Et l'humain, pour moi, c'est l'humanité. L'humain, l'humain est capable du meilleur comme du pire, mais il est tellement plus beau dans le meilleur. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Manuel. Pour vous qui regardez, avec tout mon amour que je prends pour faire ces entrevues-là, de grâce, likez, commandez, partagez, que je sache que ça serve à quelque chose et puis que ça me motive. Et au-delà de ça, on a des personnes qui prennent et qui investissent du temps pour venir vous inspirer, pour venir vous aider, pour vous venir donner du courage aussi à nos industries, à nos commerces, pour pouvoir voir
l'humain. Enfin, moi, je parle de leadership humain. Je parle de replacer l'humain au cœur de nos organisations. Et ça se passe pour moi sous cette forme-là, parce que je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Et pour moi, c'est celui-là dans le coaching, la formation, mais aussi dans ces entrevues que je gagne et que j'adore faire. Alors, j'ai bien hâte de vous lire et de vous suivre aussi et de voir vos commentaires. Merci infiniment, Manuel, d'être toi, d'avoir été toi. Ah, mais merci, Zara. J'ai pas l'habitude de faire des balados comme celui-là, mais merci. Tu es vraiment une excellente animatrice. Puis moi, je te parlerai pendant 3 jours. Ben, je pense que, franchement, j'aurais eu de la matière. Oui. Les questions, j'en avais. Mais qui sait? Je ne sais pas combien de temps. Puis on a la vie aussi pour mieux se connaître. Fait que vraiment, ça va me faire plaisir de te connaître encore plus personnellement. Ta famille, vous êtes pour moi une source d'inspiration. Fait que bravo. Merci. Bravo. Merci. Puis pour moi, tu es une inspiration aussi. Là, on se connaît depuis un certain temps. Très engagé, très à l'écoute, puis tu veux faire une différence aussi. Donc, moi, je trouve ça admirable. Là. Donc, c'est réciproque comme sentiment. Merci, Manuel. Merci.